Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Virginie Vincent, directrice générale du Wagon, l'un des pionniers de l'EdTech en France. Né à Paris, le Wagon est désormais dans 20 pays avec 40 campus et des milliers d'alumni formés au métier du numérique et de la tech. Virginie Vincent a pris la tête de cette école pas comme les autres en 2024 après un parcours pour le moins éclectique, industrie, luxe, gastronomie. Elle a dirigé des équipes sur 3 continents avant de rejoindre le Wagon en pleine accélération. Sa mission, former aux compétences de demain dans un marché tech en pleine mutation où les recruteurs cherchent des talents rares et où la formation devient un levier stratégique. Comment manage-t-on une EdTech internationale en gardant le cap, l'agilité et le sens? Virginie Vincent nous raconte. Bonjour Virginie. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci d'avoir répondu présente. Avant de commencer, je le disais en introduction, un parcours pour le moins atypique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo avant votre arrivée au Wagon? Oui, bien sûr. Atypique, oui, avec du recul. En effet, j'ai fait des études d'ingénieur assez classiques, École Centrale Paris. Et après, j'ai tout de suite commencé par une carrière qui n'était pas toute tracée, puisque j'ai commencé en marketing chez Procter & Gamble, qui est normalement plutôt pour les écoles de commerce. Et après quelques années, j'ai suivi ma passion. Je suis allée travailler pour une pâtisserie de luxe qui s'appelle Hugo et Victor. Voilà, et je suis allée ouvrir leur filiale à Miami, donc leur première filiale à l'étranger. Voilà, donc je suis partie avec une valise et un chef pâtissier. Mais comment ce shift s'opère entre le marketing chez Procter & Gamble et le fait d'aller ouvrir une boulangerie Le marketing, pour moi, c'était un peu comme il y en a qui font du conseil, c'était un peu une école. Procter & Gamble, ça vous apprend plein de choses. Mais c'est vrai qu'après après 4 ans, j'avais du mal je ne me projetais pas à rester 10 ans dans une grosse boîte, être juste sur un rouge à lèvres ou une marque de shampoing. Du coup, j'avais cette envie de ne pas être fichée grande consommation. Et je me suis dit, il vaut mieux le faire à 27 ans qu'à 35 ans. Donc, je me suis c'était ma passion. Et j'avais envie de vivre ça dans mon métier. Et voilà, du coup, j'ai fait du réseau dans la gastronomie, vraiment spécifiquement. Et j'ai rencontré ce duo de fondateurs. C'est voilà. Comme ça que ça se fait. Et que vous abandonnez finalement les pâtisseries. Non, j'étais chez Procter et je voulais à tout prix aller travailler dans la gastronomie. Donc, j'ai commencé à réseauter dans le secteur et j'ai trouvé ces fondateurs qui avaient créé Hugo et Victor. J'ai eu le coup de cœur pour le duo, pour la marque et surtout, c'était une rare pâtisserie qui avait le projet d'aller à l'international. Et moi, dans mon parcours, toujours, j'ai eu cette volonté de travailler avec plein de pays, travailler à l'étranger. Et donc, ça m'a beaucoup plu parce que c'était assez rare pour une pâtisserie parisienne. Et alors, comment ça se passe là-bas? Ça dure combien de temps? Alors, au départ, c'est marrant parce que la petite anecdote, c'est que je devais partir au Japon. Et en fait, au dernier moment, ils m'ont dit tu préférais pas partir à Miami parce qu'on a une opportunité. Le business avance beaucoup plus rapidement. Et j'ai dit OK. Ça s'est fait en 3 mois. Très rapidement, je suis partie 3 mois avant l'ouverture de la première boutique. Et ça a été de tout de suite me faire un réseau local, rencontrer des gens par connaissance pour trouver la bonne agence PR, pour trouver le bon réseau, le bon distributeur logistique, pour trouver le bon emplacement. Enfin, c'est 3 mois plus que temps plein. Et cette aventure, elle dure combien de temps? Ah pardon, excusez-moi. Non, c'est la suite. Du coup, en fait, elle dure. Alors, elle est assez courte, puisqu'en fait, j'ai ouvert donc la pâtisserie en 3 mois et je l'ai gardée 6 mois, puisqu'en fait, après, il y a une petite dispute entre les fondateurs à Paris qui a fait que j'ai dû fermer le business. Donc, grande déception, j'imagine. Et surtout, en fait, de détruire ce que vous avez construit en si peu de temps. C'était assez dur, surtout quand c'était une partie de presque de vous-même. En fait. Et donc, il se passe quoi ensuite? Vous rentrez en France? En fait, je rentre en France et en fait, voilà, il y a eu des petites erreurs faites au niveau du siège à Paris par les fondateurs, ce qui m'emmène à quitter l'entreprise. Oui, donc moment difficile, j'imagine. En tout cas, d'incertitude. Moment d'incertitude, oui. Donc, c'était quand même 3 ans d'une histoire où j'avais bossé pour cette entreprise qui s'arrête un peu du jour au lendemain. Ouais. Et après, il se passe quoi?
Et après, il se passe quoi? Alors là, je me dis, j'ai pas le next step immédiat. Et du coup, je me dis, c'est peut-être le bon moment de retourner sur les bancs de l'école. J'avais toujours eu, j'adore apprendre et je pense que du coup, j'avais toujours cette idée de faire un MBA. Aussi, j'adore le réseau. Et voilà, donc je suis allée faire un MBA à l'INSEAD et du coup, je me suis retrouvée de Miami à Singapour. Voilà. Et là, ça dure combien de temps? Et là, ça dure un peu moins d'1 an. Et vous y apprenez quoi, le management? On y apprend le management, on y apprend aussi plein de matières comme la finance, la négociation. Mais voilà, c'est apprendre après avoir travaillé déjà pendant 7 ans. Donc, vous n'apprenez pas de la même manière et surtout, vous apprenez vraiment en groupe. Et vous, plutôt que d'apprendre le management, moi, je dirais que c'est plutôt de partager son retour d'expérience avec d'autres personnes qui ont travaillé, qui ont eu des expériences. Et c'est ça que j'ai trouvé très riche. En fait. Parce qu'il n'y avait que des personnes dans votre cas qui avaient déjà travaillé. Voilà. Que des personnes. Et donc, quand vous intégrez ce MBA, vous avez une idée en tête, vous savez ce que vous voulez faire après? Il y a un objectif? Non, parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment, j'avais trouvé mon job passion, aller ouvrir une pâtisserie de luxe aux États-Unis. Donc, en fait, je me disais, en même temps, je vais apprendre et en même temps, je vais me donner le temps de trouver mon prochain job. Et pas avec l'envie derrière d'ouvrir votre pâtisserie à vous? Non, parce que Pourquoi? je pense que la pâtisserie, c'est un secteur de passionnés, mais c'est très difficile comme secteur. C'est 24 heures sur 24. Ouais, c'est éprouvant. C'est éprouvant. Et puis, je n'ai pas les connaissances. Il faudrait s'associer avec un pâtissier. Et puis, je pense aussi, ça m'a fait un peu peur, une femme de 30 ans se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a potentiellement envie d'une famille. Je pense qu'il y a cet aspect-là aussi qui peut faire, je pense, un peu peur. Et aujourd'hui, c'est sans regret ou vous pensez que potentiellement vous y reviendrez un jour? À l'entrepreneuriat? Ouais, et puis même ce secteur le secteur là, spécifique. Ce secteur, je l'ai gardé comme hobby. Voilà, je trouve que c'est... et puis, je suis maintenant dans le secteur dans lequel je suis, j'aime bien l'éducation. Après, moi, je dis jamais. En fait, je trouve ça difficile de parler dans 5 ans. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas dans mes plans. Et donc ensuite, vous intégrez le wagon. Il y a une petite étape intermédiaire où je vais à Londres, voilà, donc un peu moins exotique. Et je travaille 5 ans dans le domaine de l'éducation pour une entreprise qui s'appelle Education First, qui est une entreprise suédoise, où je vais gérer des centres linguistiques pour des enfants. Donc, j'accueille 10 000 enfants sur 12 sites qui viennent apprendre l'anglais en Angleterre. Voilà. Donc, ça, c'est très, très opérationnel. Et ça, vous en avez tiré quoi de cette expérience-là? J'ai beaucoup appris à gérer les situations d'urgence, des situations de crise, puisqu'en fait, quand vous gérez 10 000 enfants, il y a beaucoup de problèmes et il y a des épidémies de méningite, il y a des enfants, des tentatives de suicide. Donc, c'est comment gérer son stress dans ces situations de crise, comment gérer ses équipes dans les situations de crise. Donc, je pense que j'ai appris beaucoup sur le côté humain. Des compétences qui vous servent encore aujourd'hui? Oui, je pense que tout ce qui est... je pense que gestion de stress, oui, quand on a eu le stress de vie d'enfant, après, je pense que... Ça m'aide aujourd'hui à relativiser beaucoup de stress. Ça veut dire que ce sont c'est une méthode managériale à l'anglaise que vous avez apprise là-bas? Pour moi, il n'y a pas forcément une méthode anglaise. C'est plus... je pense que... je dirais que je me suis un peu façonnée avec les rencontres et les managers que j'ai eus. En fait, c'était dans une boîte suédoise, j'ai eu 2 managers suédois. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment... Je pense que c'est difficile de savoir. Donc, vous ne faites pas de distinction dans les approches C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Ah oui, mais par exemple, là, je vous dis, c'était plutôt une approche suédoise parce que j'étais dans une entreprise suédoise, donc pas forcément anglaise. Si. J'ai vu des différences et pour moi, ça a été... mais je ne suis pas... Du jour au lendemain, je n'ai pas adapté la technique suédoise. J'avais quand même travaillé aux États-Unis et en France. Donc, ça vous imprègne. Et après, je pense que c'est façonner votre propre manière de manager. Donc, je pense que, par exemple, aujourd'hui, vous pourriez identifier des aspects précis de cette méthode suédoise. Comme quoi, par exemple? Je pense que les Suédois sont très bons pour tout ce qui est le respect de la vie personnelle, vie professionnelle, ce qui est maintenant très à la mode. Mais je pense qu'eux, ils étaient en avance sur ce sujet-là. C'est-à-dire quoi, les horaires sont les horaires on ne fait pas 1 minute de plus Non, pas du tout. C'est plus, j'ai eu non, je pense que c'est vraiment de vous donner l'impression que votre vie personnelle compte aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter à 5 heures le travail, pas du tout. On n'est pas dédié à l'entreprise
on est dédié, mais dans un certain cadre. Et en fait, en fonction, moi, j'ai vraiment senti qu'elle me donnait la liberté de mettre la limite où je voulais. Et il y avait un peu cette autonomie très forte qui, du coup, vous permet de gérer. Et voilà, si une semaine vous avez, je me sentais très libre, en fait. C'est pas forcément, voilà. Après, c'est pas forcément le cas de tous les pays, je pense. Mais ouais. Vous avez rejoint le wagon en 2020 en tant que directrice d'opération, on va dire en français, avant de devenir directrice générale, donc en 2024. Qu'est-ce qui a changé dans votre posture de manager entre ces deux postes? Déjà, est-ce que ça vous donne le vertige au début? Qu'est-ce qu'on ressent quand on prend cette nouvelle fonction? En fait, j'ai eu la chance que ça se fasse de manière assez progressivement. Puisque en fait j'ai eu presque un an où en fait j'ai repris petit à petit tous les départements. Et si vous voulez, quand j'ai pris le titre, en fait il me restait que le CFO et la DRH. Donc du coup ça a moins été vertigineux. Je pense que si du jour au lendemain vous arrivez sur un nouveau rôle, et donc ça s'est fait de manière progressivement. Du coup, j'avoue que pour moi ça a été très fluide, la transition. C'était une suite logique. C'était une suite logique. Et en interne, vous savez comment ça a été pris et comment vous avez géré la chose vis-à-vis de personnes qui étaient donc vos collaborateurs et qui du jour au lendemain deviennent... Oui, mes pairs qui deviennent du coup mon équipe. Je pense que ça a été très facilité par le fondateur qui était l'ancien directeur général. Pareil, de plus en plus me donner de la visibilité dans les meetings internes et je pense, de me mettre en avant. Et par rapport à mes pairs, je pense que j'avais une très bonne relation et je pense que c'est de rester humble on a la chance d'être une équipe qui était très soudée et j'ai eu la chance que ça continue en fait. J'ai pas de recette magique parce que je pense que ça dépend vraiment des personnalités et du cas, mais comme je savais que ça allait venir, voilà, ça s'est fait en douceur. Je pense que ça a aidé les équipes, mes pairs en tout cas. C'était logique même dans leur esprit à eux. Ouais. Est-ce que vous avez eu un mentor à ce moment-là, néanmoins, quelqu'un pour vous guider? Ah oui, alors moi j'ai une coach depuis 2013. Donc plutôt précurseur, parce que je sais pas si c'était très répandu à l'époque. Hein. Et oui, non pas du tout, parce que maintenant que j'en parle, ça paraît être une banalité. Très commun, ouais. Et en fait, c'est quand j'ai dû fermer le business aux États-Unis. En fait, comme un des fondateurs était sorti un peu du jour au lendemain, j'ai les investisseurs qui m'ont payé cette coach pour m'aider, puisque je n'avais plus personne hiérarchiquement. Et en fait, pour moi, ça a été une des meilleures choses qui me sont arrivées d'un point de vue professionnel, puisqu'elle était vraiment extraordinaire. Et en fait, après, j'ai continué à l'apprendre en personnel pour toutes mes transitions de carrière. Et aujourd'hui, elle a même coaché l'équipe du wagon. Elle a coaché, voilà. Et aujourd'hui encore, alors maintenant, c'est peut-être 2 fois par an ou à des changements de carrière. Mais qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui? Parce que bon, en plus de 10 ans de travail, vous avez dû en apprendre des choses. En fait, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous permet qui a un regard assez neutre et qui vous connaît. Donc, à la fois, c'est pas la vie de votre mari ni de l'ordre de l'intime, ni... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui fait pas partie de votre vie intime, qui a vraiment un avis professionnel tout en vous connaissant et qui va en fait faire ce que j'appelle du coaching. C'est comme un miroir. Elle va pas prendre les décisions pour moi, mais en fait, elle va m'aider à les prendre plus rapidement et c'est vraiment, je vois ça comme un échange pour aller plus rapidement dans mes décisions et dans des phases que je pourrais avoir un peu de doute. Voilà. Vous avez une culture très décentralisée au wagon avec, donc je le disais, 40 campus dans 20 pays. Comment est-ce qu'on maintient une cohérence, une culture d'entreprise avec un tel réseau? Alors la chance qu'on a eue, c'est que la plupart de ces campus sont ont été dirigés sont dirigés par des anciens qui ont fait le wagon. Et en fait, souvent, le modèle, c'était quelqu'un vient faire le wagon à Paris, rentre dans son pays et ouvre un wagon, une franchise. Et en fait, ça a beaucoup permis de répandre la culture du wagon, puisque la plupart s'étaient formés au siège. Après, je pense que, bien sûr, il y a les trucs classiques de all-in, de meeting, de retraite, où tout le monde se réunit. Mais je pense au quotidien, au jour le jour. C'est vraiment au jour le jour. Je pense qu'il y a beaucoup quand même dans le recrutement, où en fait, quand vous recrutez des gens qui partagent il y a une charte, le wagon. Oui, il y a des valeurs.
on fait très attention de recruter. En général, c'est plus facile quand on a fait, par exemple, le wagon. On recrute beaucoup de personnes qui ont fait le wagon parce que c'est des gens souvent qui partagent cette mission qu'on a au wagon. D'anciens élèves, en fait. D'anciens élèves. On a, je sais pas le pourcentage, mais on a beaucoup d'employés. Ça, c'est un de vos principes forts d'embaucher des anciens élèves. Ouais. En fait, à la base, c'est pas une volonté ou une politique. Ça se fait naturellement. C'est juste que les gens, en général, sortent de l'expérience et ont envie de continuer à la vivre d'une autre manière. Ça s'est fait assez naturellement. Et vous parlez de valeurs fondamentales au moment du recrutement. Quelles sont-elles au wagon? Alors, normalement, je les fais en anglais, donc je vais essayer de traduire. Ah oui. Parce que, on n'est pas obligé d'être exhaustif, hein. Mais par exemple, il y a la bienveillance, la transparence, il y a toute la question d'avoir de l'impact. Et il y a quand même une volonté de faire, d'oser prendre des risques aussi, de tester des nouvelles choses, l'aspect innovation. Et est-ce que votre parcours avant, donc au contact de plusieurs cultures, et donc culture d'entreprise, méthode, façon de manager, ça vous aide aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une vraie plus-value? Ah oui, je pense. C'est bizarre parce que je l'aurais peut-être formulé différemment plutôt que les cultures d'entreprise. En fait, moi, j'ai beaucoup appris des personnes tellement variées que j'ai managées, des différentes nationalités, et c'est ça qui me passionne dans le management, c'est qu'en fait, ça fait 10 ans que j'ai au moins 12 personnes qui me reportent en direct, au moins. Je suis passée parfois à 30 en direct. Et en fait, j'ai des profils vraiment variés, des profils qui n'avaient pas étudié, des profils qui sortaient des meilleures écoles. Et cette diversité, elle vous oblige à vous adapter. Et chaque année, chaque mois, ça m'enrichit et c'est comme ça que j'apprends. Est-ce qu'il y a des sujets qui créent parfois des dilemmes récurrents dans vos prises de décision? Est-ce qu'encore maintenant, il y a des sujets difficiles pour vous en tant que directrice? Des sujets difficiles par rapport au management? En termes de management, quand il s'agit de décider, de trancher, est-ce qu'il y a encore des fois où... Oui, en fait, je pense que ça reste, parce que là j'ai un cas concret récent, ça reste difficile de recruter des personnes qui n'ont pas le profil typique pour un poste. C'est-à-dire vous éloignez de vos biais peut-être naturels et vous forcez à sortir d'un modèle que vous avez en tête. Par exemple, vous avez un rôle qui a toujours été fait par un peu le même profil et aller chercher un profil un peu différent. Et sortir un peu de votre zone de confort de recruteuse, quoi. Voilà, et à la fois, moi je suis convaincue que la diversité fait la richesse. Parfois, c'est pas facile sur un poste très clé de dire là je vais prendre un petit risque et je vais prendre un profil un peu atypique. Donc vous direz qu'au wagon il y a encore un peu de chemin à faire sur ces sujets-là? Non, parce que je pense que si on compare aux grandes entreprises, on est quand même... On a moins de... On a plus, pour moi, je trouve, j'ai plus de liberté de recruter qui je veux que dans une grande entreprise où il y a plus de process, plus de filtres à l'entrée. Donc non, je trouve qu'on est plus avancé. Après, peut-être que d'autres scale-up ou PME, ça, je ne sais pas. Mais... Vous avez déjà dû faire un choix impopulaire dans l'équipe? Ah oui. Ouais. Ah oui, j'ai déjà dû... un qui vous est particulièrement marqué et qui vous serve ou de leçon d'une façon positive ou non? Est-ce qu'à posteriori, vous dites j'aurais dû faire différemment ou au contraire, j'ai bien fait, quoi? Oui, j'ai dû faire partir quelqu'un qui était très populaire d'un point de vue en dehors du travail, etc. Mais je pense qu'à la fois pour lui et pour le wagon, ça ne marchait plus puisque... il travaillait plus beaucoup et je pense que c'était pas sain, mais c'est vrai que c'est difficile de faire partir quelqu'un qui est très populaire, donc parce que vous pouvez pas donner toutes les raisons, donc c'est comment vous trouvez le juste milieu en donnant certains éléments pour être transparent, puisque c'est important pour moi et je pense que c'est ce qui crée aussi une relation avec les gens. Mais vous pouvez pas tout dire non plus, donc voilà, ça c'était... Après coup, je le regrette pas parce que voilà, Après, quand vous faites des décisions comme ça, vous faut aussi accepter les conséquences et que peut-être
quelques autres personnes vont partir et c'est la vie. Et typiquement, comment est-ce que vous avez géré en interne, pour ceux qui nous regardent, les éventuels managers en devenir ou même confirmés, parce que c'est un peu une forme de mini-gestion de crise en interne, j'imagine. Comment est-ce que vous avez géré auprès des salariés? Est-ce que vous les avez convoqués pour leur expliquer la raison? Est-ce qu'il faut se justifier? Est-ce qu'il faut au contraire ne rien dire et attendre que ça passe? Comment est-ce que vous avez géré? C'est vrai que ça dépend. C'est vraiment. Il y a des cas où je pense que j'ai fait des erreurs et trop dit. Et ça, on apprend. Je pense que. Qu'est-ce que ça provoque de trop dire? Parce qu'en fait, parfois, après, ça peut se retourner contre vous. Parfois, vous allez trop dire, mais vous n'allez pas tout dire. Donc, en fait, les gens retiennent certains éléments et se font leur propre histoire. Et donc, à partir du moment où on commence à donner des détails, c'est souvent répété d'une autre manière. Donc, amplifié. Parfois, plus vous donnez d'éléments, plus ça risque d'être amplifié. Je pense que dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques personnes un peu influentes ou des managers. Et moi, j'aime beaucoup prendre les gens en one-to-one, en tête-à-tête. Merci, oui. Pour leur laisser un peu l'espace de s'exprimer librement et de répondre à leurs questions. Je trouve ça plus facile. Et après, eux, ils peuvent relayer à leurs équipes l'information. Ça veut dire quoi, que votre porte est toujours ouverte si quelqu'un a une interrogation? Est-ce qu'il y a des process en interne, des rituels pour que vous puissiez prendre le pouls? Oui, alors on a des moments, on a des all-end où il y a tout le monde avec des sessions de questions, mais ce qu'on a développé aussi, c'est des sessions de questions anonymes, parce que je suis consciente que c'est pas toujours évident de poser la question devant 150 personnes, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a implémenté. Ça se fait comment, par vous avez des outils, oui, des questionnaires où juste on voit pas qui a posé la question, et donc moi j'y réponds lors de ces meetings. Devant tout le monde. Et ça, c'est à raison d'une fois par mois? Une fois par mois. Ah, une fois par mois. Alors, le processus anonyme, on le fait pas chaque mois, on fait tous les 2 mois. Et tous les mois, c'est qui veut poser la question. Et sinon, oui, moi, à chaque fois, les gens parfois me contactent directement. On n'a pas de... ça, c'est depuis le début du wagon. Il n'y a pas de cette hiérarchie. N'importe qui peut me contacter et me demander un meeting. J'accepterai toujours. Oui, il n'y a pas cette verticalité propre aux grandes entreprises. Voilà. C'est ça que je trouve que j'aime aussi. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'une préoccupation émerge, vous devez, de trouver une solution? Ah non, moi, toujours... ça dépend, hein, mais en général, si c'est une personne qui n'est pas dans mon équipe, je vais brainstormer avec le manager, ou parfois même, en fait, ça aide d'avoir... j'ai des meetings avec juste mon équipe, et si c'est un challenge assez complexe, et je trouve que même d'avoir des gens qui ne font pas partie du département, ça vous apporte encore une fois de la richesse, et non, quand j'ai des grosses décisions à prendre, j'implique toujours mon équipe. Le wagon, c'est une communauté très diverse, tech, business, pédagogie. Comment est-ce qu'on fait collaborer tous ces profils? Je pense que... comment on fait collaborer Est-ce que ça implique des process particuliers pour que chacun ait bien conscience de ce qu'implique le métier de chacun? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? Oui, après, je pense qu'en plus, dans une plus petite structure, je pense qu'il y a plus de gens qui font des métiers qui sortent un peu de leur champ d'action. Donc, du coup, les gens, je pense, collaborent beaucoup. En plus, c'est une boîte qui est d'essence tech, où on est beaucoup habitué à travailler en groupe multifonctionnel, ce qu'on appelle en squad. Donc, on fait beaucoup ça de travail en squad. Donc, on mélange sur un même projet des équipes de différents départements sur un projet stratégique prioritaire de la boîte pour que ça avance plus vite. Et du coup, ça aide aussi à casser les silos et à créer cette collaboration. Vous êtes donc dans le domaine de l'éducation. Comment est-ce que vous appliquez, et peut-être que ce n'est pas le cas d'ailleurs, mais cette culture de l'apprentissage à votre posture, vous, de dirigeant? Est-ce que vous avez le souci de transmettre, vous aussi, à votre échelle? Oui. Alors, il y a un peu de volets. Je pense qu'il y a la partie, moi, en tant que manager, et il y a la partie transmettre ça aussi à l'entreprise. Je pense qu'en tant que manager, moi, j'essaie de
j'ai fait une formation de coaching moi-même pour Oui. pouvoir Ça a une encore place, et continuer d'évoluer dans mon rôle de manager. Et par rapport à... En fait, je suis assez de la chance d'être dans une entreprise où les gens sont attirés par cet aspect formation. Et du coup, c'est vrai qu'on essaie, par exemple, là, sur l'IA, on essaie de former vite tous nos employés. On essaie d'être un peu, de montrer l'exemple. Après, voilà, comme toute entreprise, on a nos challenges, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi de cultiver ce C'est-à-dire goût que vous avez à cœur l'apprentissage. de faire monter vos équipes en compétences, Sur les... sans compter que c'est un environnement où tout évolue très vite. Oui. C'est pas un casse-tête au quotidien. Ah, si, mais moi j'aime bien les challenges. Ça veut dire que typiquement, ils sont formés Après. à raison de... C'est régulier. Mais alors après, la chance qu'on a, c'est quand on est dans une boîte de formation. Donc en fait, nous, on doit mettre constamment, si je parle du wagon pour nos étudiants, constamment nos programmes à jour. Donc du coup, par exemple, on a développé une formation IA pour les employés. Ouais. Mais en fait, c'est le même département qui s'occupe de tous nos contenus, qui met à jour la formation pour les employés comme elle met à jour pour le contenu. Donc on a ce plus par rapport à une autre boîte, c'est qu'on sait mettre à jour des contenus régulièrement puisqu'on fait ça tous les jours pour nos étudiants. Donc du coup, j'utilise ça pour les employés. Et la place du télétravail est forte au wagon? Alors oui et non. Elle est forte parce qu'à la base, on était une boîte assez très tech, puisqu'on a quand même 2 fondateurs sur 3 qui sont très tech. On forme à la tech, on a une plateforme pédagogique qu'on a codée nous-mêmes et qu'on a développée nous-mêmes. Donc la mentalité développeur est beaucoup donc on s'imagine remote, du 100% remote, quoi. mais on a une quarantaine de campus donc physiques. Et donc avec un directeur de campus, des élèves qui viennent tous les jours. Moi, mon bureau, aujourd'hui, tous les matins, je vois les étudiants en physique. Et du coup, ça fait qu'il y a toujours un bureau, toujours des gens sur place et ça donne envie d'aller au travail. Donc, je dirais qu'on est un peu, entre hybride. les deux. Ouais. Mais au-delà de ça, comment est-ce que vous cultivez une culture d'équipe, d'entreprise, au-delà des outils numériques, j'entends De présentiel, oui. On essaie de... Mais j'avoue que... Je veux dire, la culture d'entreprise est forte au wagon? Oui, la culture est forte, mais j'avoue que c'est quelque chose, moi, sur lequel j'essaie d'insister aujourd'hui. Je pense que, comme toutes les entreprises, on a eu la vague Covid et plus de remote qu'avant. Et là, on voit un retour et c'est dans mes priorités de faire plus revenir les gens au boulot parce que pour moi, c'est très important que les employés soient et côtoient les étudiants, les profs, parce que c'est ce qui fait notre ADN et c'est ce qui nous fait vivre notre mission tous les jours, c'est de côtoyer et d'être dans les mêmes lieux. Et ça, c'est bien compris de tous, l'importance du présentiel? Pas tous. Oui, alors même que ce sont des métiers qui... Pas tous, parce que on a tous les métiers, donc c'est vrai que ça va être plus facile à celle qui est en charge des événements sur les campus d'être là, elle doit être là, que l'ingénieur qui code, et c'est plus difficile, ça dépend vraiment des métiers. Oui. On se rapproche déjà de la fin de cet entretien. Virginie, si vous deviez résumer votre philosophie managériale, quelle serait-elle? L'incontournable. Moi, je pense que c'est assez classique, mais je pense que moi, c'est laisser de l'autonomie. Parce que j'avais toujours au moins une dizaine de reports du coup, je veux dire report aussi. Voilà. Retour, on va dire. De personnes qui me reportaient. J'ai dû, par défaut, laisser beaucoup d'autonomie. Et en fait, je trouve que quand c'est une autonomie un peu cadrée, avec des points réguliers, voilà, je pense que les gens sentent qu'ils peuvent s'épanouir. Il faut créer cet espace safe, où les gens sentent qu'ils peuvent faire des erreurs, peuvent apprendre. Et je pense que ça, je trouve que c'est très gratifiant après quand on voit les progrès. Donc, je ne sais pas résumer en un mot, je dirais. Oui, c'est ça, c'est l'autonomie. L'autonomie, ouais. Merci beaucoup, Virginie. De rien, merci. Virginie Vincent, directrice générale du Wagon. Merci d'avoir répondu présente encore une fois. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.